Le message d'André Chédid. La rue était déserte. Il lui fallait à tout prix arriver à l'heure dite. Tandis qu'elle avançait à grands pas, la jeune femme sentit soudain dans le dos le point d'impact de la balle, un mal cuisant, aigu, bref. Elle continua sa marche comme si rien ne s'était passé. L'illusion ne dura pas. Autour, les arbres déracinés, la chaussée défoncée, les taches de sang rouillées sur le macadam, les rectangles béants et carbonisés des immeubles prouvaient clairement que les combats avaient été rudes et la trêve, une fois de plus, précaire. Marie venait d'être atteinte d'une décharge dont elle n'était pas la cible, mais sa plaie était bien réelle. Elle replia son bras vers l'arrière pour palper cette plaie, puis contempla avec horreur sa main baignée de sang. Marie ne veut pas en savoir plus. Cette blessure n'est peut-être que superficielle. Il faut l'ignorer, faire comme si rien ne s'était passé. Ce qui compte à présent, au-delà même de sa vie, c'est d'arriver à l'endroit où Steph l'attend, à 20 minutes à pied d'ici, devant la tête de pont, à l'angle du parapet en ciment gris. Elle imagine déjà Steph agitant ses bras à son approche avant de se précipiter à sa rencontre. Steph habite beaucoup plus loin, à l'autre extrémité de la ville, parmi les collines, près du chantier de fouilles où il travaille depuis 2 ans avec une équipe d'archéologues de différentes nationalités. Plusieurs heures lui auront été nécessaires pour parvenir à leur rendez-vous. Arrivée à proximité du pont, Marie l'aurait aperçu de très loin à cause de sa haute taille. Steph a de larges épaules, un ventre et des jambes musclées, des cheveux d'ébène, des yeux verts. Elle le trouve beau. Il est beau. Il est sur place. Il l'attend. Elle en est persuadée. La sachant ponctuelle, il pourrait se méprendre sur son retard. Quelles que soient les circonstances, l'un comme l'autre arrivent toujours à l'heure précise. Après leur dernière rupture, Steph avait cherché à la retrouver, mais le souhaitait-elle aussi? Il se l'était sans doute demandé et ne le savait pas encore. Ils s'aimaient depuis l'enfance, dans le tumulte et la passion, mais au-delà de toute mesure. Tous les feux de midi s'emparent de la forme vacillante de Marie. Son visage s'embrase, son jeune corps lutte et se cramponne à un équilibre de plus en plus fragile. Autour d'elle, le périmètre déserté ressemble à une petite piste de cirque soumise aux implacables projecteurs d'un soleil incandescent. Sous le soleil féroce, Marie se débat. Marie sermonne son corps, lui ordonne de faire face, de lutter. Par moments, ce corps se disloque, les genoux cèdent, le torse se courbe, la nuque ploie, le sol l'aimante tout entier vers une chute inexorable. Marie reprend les rênes, se ressaisit, tient tête à cette chair en perdition. Sa pensée se mobilise, interroge, inspecte les muscles, les tissus qui se relâchent, les mains qui s'amollissent, les pieds qui glissent. Elle tente de se rassurer, se persuade qu'elle parviendra à tout dominer, à soumettre cette charpente à sa volonté, à son désir violent d'avancer et de se garder en état jusqu'à la rencontre. Elle le dirigera, ce corps. Il se dressera sur ses 2 jambes. Celles-ci se mobiliseront pour franchir la distance, pour traverser le temps qui sépare Marie du pont et de son amour retrouvé. Marie déploie sa volonté, toute son habileté. Elle parle à son corps et le flatte. Elle lui parle comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, comme si la chair et l'esprit étaient soudain séparés et qu'il lui fallait à tout prix les rassembler, les réunir pour vivre encore, pour vivre.
Elle songe à emprunter des raccourcis. Elle connaît à fond cette cité. Elle y est née et y travaille depuis plus d'1 an comme reporter photographe. Mais le sang coule largement de sa blessure. Au dos de son chemisier jaune qu'elle vient de tâter une fois encore, la tache rouge s'agrandit, s'amplifie. Elle veut toujours l'ignorer. Elle l'ignore. Marie a du mal à garder les yeux ouverts. Elle tente de maîtriser son regard. Malgré elle, ses paupières se rabattent. Elle se concentre sur ses yeux. Elle les écarquille. Elle compte sur eux. Elle les souhaite éveillés, vigilants. Elle a besoin qu'il la guide et la conduise jusqu'à Steph. Peu à peu, il lui faut admettre qu'elle ne pourra pas résister plus longtemps qu'à l'écroulement. Son attention se dilue. Son corps devient flasque, spongieux. L'évidence qu'elle rejette s'impose. La balle s'est logée entre ses épaules. La blessure pourrait être fatale. Elle commence à se l'avouer. Il lui reste tout juste le temps d'avancer lentement, obstinément, pas à pas, vers Steph, et de crier, dès qu'elle l'apercevra. « Je suis là, je suis venu, je t'aime, je t'aime. » Peut-être qu'alors la vie refluera de nouveau. Ou bien pourra-t-elle au moins mourir entre ses bras. Exténuée, Marie se redresse une fois encore. La rue tangue, grisaille, avec fermeté. Elle pose son pied sur le sol, fait un pas en avant, suivi d'un second, d'un troisième. Elle les compte, scrupuleusement, à voix haute. 7, 8, 9. Au fur et à mesure, l'air s'épaissit, l'emmaillote, l'étreint. Il lui semble marcher dans un nuage de plâtre, les poings en avant. Elle attaque l'obstacle imaginaire. La rue s'éclaircit, se livre. Marie recompte. 10, 12, 15. Les chiffres ont du mal à prendre forme dans sa tête. Du bout des doigts, elle palpe son front, ses joues. Une ruche bourdonnante fourmille sous sa peau. Ses sensations visuelles, auditives, tactiles s'affaiblissent. Le flou, le malaise la surprennent, la stupéfie. Elle s'agrippe à l'idée de ce pont qu'il lui faut à tout prix atteindre. Cet espoir la lancine et fait surgir du fond de son être un dernier sursaut de volonté. Marie résiste à l'écroulement, à la chute, et se force à exécuter encore quelques pas. Bientôt, elle ne parviendra plus à compter. Bientôt, les nombres s'égareront avant de parvenir à ses lèvres. La rue se liquéfie, ondule, se dissipe. Marie étire ses bras vers l'avant, allonge ses doigts, presque en aveugle, le plus loin possible, pour amorcer un mouvement du buste et des hanches. Ses muscles l'abandonnent, sa nuque s'amollit, ses jambes défaillent. Son corps devient cotonneux, ouateux, atone. L'angoisse de ne pas arriver à l'heure, là où Steph l'attend dans le doute, dans l'impatience, la creuse plus cruellement que cette balle logée entre ses omoplates. Dès que la douleur s'estompe, que son attention ressurgit, Marie se sent solide et reprend confiance. Cette tragédie n'a pas eu lieu. Marie et Steph sont vivants, avec leur amour d'enfance et d'adolescence, avec leur amour d'adulte à accomplir jusqu'au bout. Marie se voudrait au bout d'une longue vie ravaudée par l'âge. Elle se voudrait avec Steph très loin dans le futur, en leur corps labouré. Ils avanceraient côte à côte. Marie se réfugie dans cette image d'avenir qui aura su résister aux intempéries des caractères et des événements. Mais cela n'aura plus jamais lieu. Cette vieillesse souhaitée ensemble est rayée, supprimée, disparue à jamais. Par sursaut, Marie se retrouve tantôt à l'arrière, tantôt à l'avant de son existence. Les temps se rejoignent, s'entremêlent, se relient, ou bien éclatent et se dissipent. Ayant trop présumé de ses forces, Marie cherche à présent du secours. Si seulement quelqu'un pouvait passer. Quelqu'un qui l'apercevrait, compatirait et se chargerait du message pour Steph à sa place. Ou bien
un conducteur qui l'amènerait en voiture jusqu'au pont. Mais par ici, depuis longtemps, les rues sont entièrement désertes. La population a fui ce quartier violemment bombardé au début du conflit, et depuis lors, semblait-il, en totale déshérence. Marie avance, en vacillant, pour prendre appui contre le mur le plus proche. Elle l'atteint, enfin. Ses mains tâtonnent, s'accroche à ses aspérités, elle racle la surface des affiches en lambeaux. Ses sensations la rassurent. Marie se bat encore contre l'accident, contre elle-même. Marie lutte, secoue la tête. Non, non, pas encore. Marie étire son torse vers le haut, redresse sa nuque, mais ses genoux flageolent, ses jambes fléchissent, l'entraînent par degrés vers le sol. Elle trébuche, résiste encore à la chute imminente. Marie cherche à appeler, sa voix fait des nœuds, s'empêtre au fond de sa gorge, s'amenuise, un murmure frôle ses lèvres, puis s'éteint. Elle ne crie que de l'intérieur. Une douleur fulgurante la transperce de part en part. Un flux de sang tiède s'écoule entre ses omoplates. La jeune femme décide de ne plus s'opposer à ce corps, mais de l'escorter, de naviguer avec lui. Marie se ménage. Elle économise son souffle, de plus en plus chaotique et bruyant. Il faut tenir jusqu'à l'arrivée d'un passant. Cette rue ne peut rester éternellement déserte. À l'affût d'un passant à qui confier son message, Marie demeure aux aguets. En réponse à la longue lettre de Steph, qu'elle garde précieusement sur elle depuis plus d'une semaine, il faut que ce dernier sache qu'elle allait à sa rencontre. Il suffit qu'elle griffonne sa réponse sur l'envers de l'enveloppe pour qu'il le comprenne. Désormais, elle est certaine qu'elle ne parviendra pas jusqu'au pont et que ses forces l'abandonnent. « Patiente, ne me lâche pas », murmure-t-elle à son corps en déroute. À présent, elle agit comme si elle écrivait un texte essentiel, vital, qu'elle redoute de ne pouvoir mener jusqu'à terme. Face à cette mort rapprochée, saura-t-elle tenir lucidement jusqu'au bout? Pourra-t-elle conclure? Boucler la dernière ligne de son existence avec ces mots « Je t'aime, je viens à toi » ou du moins « Je venais ». Il faut que Steph le sache. Elle venait. Marie accepte de vaciller, de s'effondrer lentement. Elle effectue une torsion, se retourne, se courbe en arrière, en avant, pivote doucement, éprouvant dans sa chair cet éboulement, ces glissements successifs. Elle se voit sur une toile esquissant avec grâce la danse de la mort. « Le central téléphonique a sauté », écrivait Steph dans sa lettre. « Toutes les lignes sont interrompues, plus rien ne fonctionne. Je sais où tu habites. Un ami sûr te portera cette lettre. Je m'assurerai qu'elle te soit parvenue. Je porterai ton pullover bleu, celui de cette photo « Remember me ». Tu m'apercevras dès que tu déboucheras de la grande rue. Je ne viens pas te chercher chez toi pour te laisser la liberté de ton choix. Tu arriveras ponctuel, comme à ton habitude, à midi juste. Mais au bout d'une heure d'attente, si tu ne viens pas, je comprendrai que tout est définitivement rompu, que tu as pris d'autres décisions, d'autres chemins. Je t'aime. Avant de toucher le sol et de s'enfondrer, Marie parvint à tirer l'enveloppe et un crayon de sa sacoche. Elle griffonna en lettres tremblantes « Je venais, je t'aime ». L'espoir d'y arriver en personne s'était volatilisé. Petit à petit, Marie se laissait glisser sur le trottoir, l'œil toujours en quête d'un probable passant. Personne. Il n'y a personne. La rue est vacante, le quartier entièrement déserté. Marie rampe jusqu'au bas d'un immeuble, ses mains tentent de trouver un point d'appui pour se soulever un peu plus, s'agenouiller peut-être. Rien de cela n'est possible. Ses longs cheveux se défont, il recouvre ses épaules, voile son visage. Elle les rejette vers l'arrière d'un faible hochement de tête. Marie ne compte plus que sur son cri. Elle crie « Aidez-moi » par ici. Elle crie
Elle crie, sans écho, dans le vide. Ses cris s'en mêlent, l'enfièvrent, ne parviennent pas à occuper l'espace. Ils montent laborieusement jusqu'à sa bouche, s'amenuisent, finissent par s'éteindre. Une douleur intense la transperce et la jette à terre. Elle gît à présent recroquevillée, joue au sol, dans la position d'un fœtus, remarque-t-elle. Marie se cramponne aux dernières lueurs de sa conscience, l'œil aux aguets. Non loin, une fenêtre grince. Marie, qui ne peut ni bouger ni se retourner, se pelotonne autour de ce qui lui reste de vie. Une porte s'ouvrira peut-être, quelqu'un l'apercevra peut-être, quelqu'un lira la lettre, l'emportera avec la photo, atteindra le pont, et Steph saura qu'elle est avec lui, auprès de lui, à jamais, que seul un accident a interrompu sa course. Un homme, une femme, pousse une porte cochère, hésite avant de s'aventurer dans la rue. Marie ne peut les apercevoir. L'homme se tient droit malgré son âge, sous sa casquette des cheveux blancs, bouclés, recouvre ses tempes. Il remue ses lunettes, scrute les toits souvent occupés par des francs-tireurs. « Je ne vois rien. Allons-y. » Elle lui arrive à l'épaule. Sa chevelure est moins blanche, sa démarche moins ferme. Chacun porte une valise, ils se tiennent par la main. « Tu crois qu'on a raison de partir ?» demande-t-elle. « La zone est toujours dangereuse. Tout à l'heure, tu as bien entendu les coups de feu. » Il se redresse, se surveille, ne se laisse aller ni à l'inquiétude ni à la panique. Elle est plus hésitante. Elle lâche la main de son compagnon, se retourne pour jeter un dernier coup d'œil à leur appartement. La vue de ce lieu où ils vivent depuis 10 ans et de ce quartier détruit la remplit de tristesse. « Allons-y, dit-il. » Couchée sur le côté, Marie vient d'apercevoir le vieux couple. Son cœur bat furieusement. Elle garde son cri en réserve. Elle ne veut pas le gaspiller. Elle attend qu'il se rapproche. Elle est attentive à chacun de leurs pas. Elle s'amasse, se concentre autour de ce cri. Il faut qu'il soit audible, qu'il signale sa présence, qu'il les atteigne. Son corps a renoncé à la lutte. Il se tasse, s'enroule sur lui-même, comme dans une coquille. Il ne laisse place qu'aux derniers sursauts de sa conscience, qu'aux dernières explorations de son regard. Le couple avance, prudemment. On va tout droit ou on bifurque par les petites rues? Qu'est-ce que t'en penses? Demande Anton. Anya répond. Non, restons sur la grande rue. Marie et Lévi les entendit s'éloigner, allant le chercher au tréfonds d'elle-même, dans un effort gigantesque. Elle poussa son cri, un hurlement sauvage, désespéré. « Tu as entendu ?» dit Anya, saisissant le bras d'Anton. « Quelqu'un a crié, quelqu'un appelle. Écoute !» Le cri se renouvela, déchirant l'espace. « Oui, j'entends, » dit-il. Ils lâchèrent leurs valises, qui tombèrent sur l'asphalte avec un bruit mat. Se retournant, ils aperçurent plus bas, là où la rue amorçait une légère courbe, une masse de tissu jaune et fleuri sur le trottoir opposé au leur. « Ça vient de là-bas, » dit-elle, pointant son index vers le monceau d'étoffe. Elle s'y précipita. Anton la suivit, puis la devança. La courte distance fut rapidement franchie. Anton s'agenouille, examine la jeune femme, se relève et repart en toute hâte pour rapporter sa trousse de médecin. La blessure est grave, fatale. Marie se laisse manipuler. Elle s'abandonne avec confiance. Anton est revenu avec sa trousse. Il examine la jeune femme avec application, sollicitude. Un sentiment d'impuissance l'étreint. Il échange un long regard avec Anya. Celle-ci se relève, frappe aux portes, aux fenêtres des rez-de-chaussée. Elle va, elle vient, inutilement. Appelle au secours, dans le vide. Tu sais bien qu'il n'y a plus personne. Cours plutôt vers le pont pour demander une ambulance. Je reste auprès d'elle.
Dans un effort surhumain, Marie tente de se faire comprendre. Ce qui importe, à présent, ce n'est plus sa vie. Elle la sait en perdition. Ce qui importe, c'est d'arriver au pont avant que Steph ne se décourage. C'est de lui remettre la photo avec ses mots à elle, inscrits au revers. « Je venais, je t'aime. Prenez, lisez. » Parvient-elle à balbutier, leur tendant la lettre d'une main tremblante. Anya chausse les lunettes suspendues à son cou. « Lisez !» supplie la voix. Elle ajouta dans un souffle, « Je m'appelle Marie. » Anya lit à haute voix. Elle lit et comprend l'urgence, la gravité du message. Anton ôte sa veste, l'enroule en forme de coussin pour soutenir la nuque de la jeune femme. « J'y cours, dit Anya. J'ai compris, j'ai tout compris. » La photo, c'est lui, murmure Marie. « Je le sais, je le reconnaîtrai, je te le ramènerai, c'est juré, dit Anya, qui s'empare de la photo tachée de sang d'où émerge le buste d'un beau jeune homme vêtu d'un chantail bleu éclatant. Anya le reconnaîtra de loin. Elle le reconnaîtra entre mille. « J'y cours, toute seule ?» s'effraie Anton. « Tu ne peux pas la laisser, tu le sais bien. »« Tu as raison, je reste. Vas-y, essaie aussi de trouver une ambulance. J'y vais !» Et c'est vers sa jeunesse qu'elle court, vers la jeunesse de Marie, vers leur jeunesse confondue, entremêlée. Anya est partie, coude au corps, messagère d'un amour qui lui rappelle le sien. Elle trotte de toutes ses jambes. La route est grise, grise. Elle s'accroche à l'image en bleu de ce jeune inconnu. Elle hâte le pas, elle bondit, elle se presse. Les mots de la lettre l'accompagnent. « Je serai sur place à midi, je t'attendrai toute une heure. Si tu ne viens pas, je comprendrai que tout est définitivement rompu. » Elle répète ces paroles par cœur. « Définitivement » lui colle à la langue. Elle recrache ce mot. « Définitivement » ne veut rien dire. Quand l'amour s'implante, ça ne s'arrache pas d'un coup de colère. C'est tenace. Ça s'obstine. Elle arrivera à temps. Il le faut. Elle s'arrête une seconde, consulte sa montre. 1h moins le quart. 15 minutes. Il ne lui reste que 15 minutes. Elle court, Anya. Elle court au milieu de cette chaussée vide, exposée aux mauvais coups. Ce n'est pas le moment d'y penser. Elle voudrait se débarrasser de toutes ces années qui freinent son pas et retrouver son corps d'adolescente. Elle s'essouffle. Elle peine. Mais elle ne sent plus la rigidité de ses genoux. « J'y arriverai. J'arrive. » Elle accélère. Elle remettra la lettre à Steph. Elle le reconnaîtra de loin. Elle criera vers lui ou agitera ses bras en brandissant la photo. Le chemin s'étire, s'allonge. Elle le poursuit avec opiniâtreté. Elle n'a plus qu'un seul but, remettre la lettre à Steph. Anton l'a d'abord suivie des yeux, comme pour la protéger, puis elle a disparu. Il regarde sa montre. Il reste un quart d'heure avant que Steph n'abandonne. Anton se demande si Anya arrivera à temps. Penché au-dessus de Marie, il la retourne sur le côté avec des précautions infinies. Ôtant sa chemise, il la déchire pour tamponner la plaie, pour arrêter ce sang qui ne cesse de se répandre. La blessure est profonde. La balle s'est sans doute logée non loin du cœur. Le torse nu, livré au soleil, Anton se penche au-dessus de la jeune femme et lui parle lentement. Il lui dit qu'il la sauvera. Il ment. Sachant ce qu'il sait, il souhaite tout simplement qu'elle résiste jusqu'à l'arrivée de son ami. Il y croit à cette rencontre. Il en mesure l'importance. Anya court et s'étonne de l'énergie, de l'élan retrouvé. Elle porte des sandales à semelles de corde, une robe au tissu léger imprimé de fougères, l'air s'y engouffre, son soutien-gorge la serre un peu trop. Elle éprouve de moins en moins la raideur de ses genoux, se félicite de n'avoir pas mis de bas.
Son but, le seul, c'est de retrouver le jeune homme au chandail bleu et de le ramener vers Marie. Anya dévore l'espace, dévore le temps. Ses rides se dissipent, ses mains se lissent, ses cheveux se font ni plus gris mais châtains. Son cœur s'électrise, s'enflamme. A-t-il jamais cessé de brûler? Ses yeux voient clair, ses yeux voient loin. Anya vient d'apercevoir le pont. Marie s'agrippe à la vie. Marie se dédouble et parvient par instant à quitter ce corps agonisant pour le surplomber, le contempler avec détachement, avec compassion, et lui enjoindre de résister. Anton décèle le moindre changement sur son visage. Il demande « Ça va mieux ?» Elle sourit. « Vous verrez, tout ira », insiste-t-il. Il sait qu'elle n'en a plus pour longtemps. Mais il se laisse pourtant berner, par moments, par un espoir insensé. Elle tente de répondre « Ça ira », mais aucun son ne parvient à ses lèvres. Elle se contente d'abaisser plusieurs fois les paupières. Anton caresse le front de la jeune femme. « Tout ira, tout ira ». Autour du pont, l'agitation est à son comble. Anya se dresse sur la pointe des pieds pour tenter d'apercevoir le jeune homme au chandail bleu. Soudain, elle le voit. Il est là, un peu plus loin, assis sur le muret comme il l'avait écrit. Elle voudrait l'appeler, mais son cri se perdrait dans le tohu-bohu de cette foule. Elle approche, se fraye un chemin avec les coudes. Personne ne lui cède passage. Elle avance comme dans les cauchemars, les membres ligotés. Elle lance son cri. « Vous, là-bas, assis près du pont, Steph !» Sa voix se noie dans le vacarme. Des gens de tous âges fuient la ville et se pressent en direction du pont. On aperçoit de l'autre côté des camions en attente qui emmèneront les réfugiés vers des campements installés en toute hâte. Parfois, une automobile ou un taxi plein à craquer traverse le pont en klaxonnant. Anya regarde sa montre. Il est bien plus d'1 heure. Le temps du rendez-vous est largement dépassé. Le soleil pèse sur les épaules d'Anton. Il se tourne souvent avec inquiétude vers la rue, espérant apercevoir sa femme, mais cette rue est désespérément vide. A-t-il bien fait de la laisser partir seule? Dès qu'il se penche au-dessus de la jeune femme, Anton s'efforce de lui offrir un visage tranquille. Il cherche à se souvenir d'une berceuse ou d'un poème. Seul un chant ou un poème aurait un sens au cœur de ces instants si ténus, si essentiels entre mort ou vie. Anton scrute sa mémoire, cherche une mélodie ou quelques vers éparpillés. L'angoisse d'avoir perdu Anya l'étreint si fort que la musique et les mots fuient. Il se met alors à chantonner n'importe quoi. Marie, les yeux mi-clos, aspire chaque sonorité, capte chaque syllabe. Anton le ressent. Il chante de mieux en mieux. Des paroles claires qu'il module à sa façon, des consonnes, des voyelles, des syllabes de plus en plus scandées et libres. Anton se laisse aller à son propre rythme. Son corps se balance, son esprit suit. Une même cadence s'empare de la jeune femme, traverse par vagues son immobilité. La foule était de plus en plus agitée, de plus en plus dense. Anya n'aperçoit plus le jeune homme assis il y a quelques minutes sur le muret. Il a rejoint la foule. Son corps s'est enfoncé dans la masse des autres corps. Sa tête surgit d'entre toutes les têtes par sursaut. Anya tire de sa poche la photo. Elle la brandit à bout de bras au-dessus de la masse humaine. Elle l'agite en tous sens. Elle crie « Steph, Steph !» La foule crie plus fort. Parmi toutes ces clameurs, Steph ne peut entendre l'appel d'Anya. Il pénètre dans la mêlée, son corps se perd parmi d'autres corps, sa tête surgit par saccades puis disparaît. Anya continue d'exhiber la photo, s'agrippe aux uns et aux autres, les harcèle de questions. Le jeune homme en chandail bleu, où était-il? Tout à l'heure, il était là, assis sur le muret. Vous l'avez vu? Où est-il à présent? Elle s'en veut de n'avoir pas couru assez vite.
On la repousse brutalement. La photo a failli lui glisser des mains. Elle la remet au fond de sa poche. Elle crie « Le jeune homme au chandail bleu, j'ai un message pour lui !» Elle veut qu'il l'entende. Anya n'est plus elle-même. Elle n'est plus que colère, que désespoir. Plus qu'un cri, rien qu'un cri qui s'efforce d'atteindre Steph. Un cri qui tente de surmonter les clameurs de cette foule chaotique. Un autocar vient de s'engager sur le pont. Apeuré, la foule recule pour le laisser passer. C'est la bousculade. Le véhicule avance à bonne vitesse. Anya vient d'apercevoir Steph. « Arrêtez, arrêtez Steph !»« Marie !» Le vacarme est intense. Steph n'entend rien. Anya continue de l'apercevoir tandis qu'il s'éloigne, tandis qu'il s'agrippe à un bras tendu vers lui. Ce bras le hisse sur le marchepied, puis Steph disparaît à l'intérieur de l'autocar. Anya agite ses bras, s'égosille. Les vrombissements du moteur, les coups de klaxon enterrent sa voix. Bousculée par la foule, elle s'immobilise, la bouche ouverte comme figée dans du plâtre. Enveloppée de nuages de poussière, rebondissant sur ses pneus géants, l'énorme véhicule emportant Steph poursuit sa route jusqu'à l'autre bout du pont. Anton ne chante plus. Ni le rythme, ni les mots ne parviennent à enrayer son angoisse. Il jette un coup d'œil sur sa montre. Cela fait plus d'1 heure que sa femme est partie. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, se dit le vieil homme, de plus en plus inquiet. Soudain, il entend des pas derrière lui, des pas lents, des pas lourds. Anton se retourne et aperçoit un jeune homme qui s'avance. Ce dernier porte un képi, au rebord tourné vers la nuque, de hautes bottines de cuir malgré la chaleur, un pantalon en treillis, un ceinturon de cuir. Sa chemise n'a rien de militaire. Elle est large, blanche, flottante. Il tient négligemment une mitraillette sous le bras. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il avec autorité. Anton le scrute du regard. À qui a-t-il affaire? Sans doute un franc-tireur. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» redemande le jeune homme. Anton hésite. Faut-il l'affronter ou l'apprivoiser? Ne se trouve-t-il pas face au franc-tireur dont la balle vient d'atteindre la jeune femme? « Réponds-moi !» reprit le jeune homme s'impatientant. Les paroles d'Anton traversèrent ses lèvres plus vite que sa pensée. Un inconnu a tiré sur elle. Le jeune homme plia un genou, fixa le visage de craie de la mourante, puis, se retournant vers le vieil homme, « Oh, c'est pas de chance. Est-ce que c'est grave ?» De peur que Marie ne l'entendît, Anton entraîna le jeune homme à l'écart. « Pas trop. J'attends l'ambulance que ma femme est partie chercher. »« Vous êtes son père, plutôt son grand-père ?»« Non, je passais par là. »« Vous passiez par là ?»« Mais vous ?» osa Anton. « Vous, qui êtes-vous » Sa question à peine posée, il vit passer dans le regard de l'autre un éclair de cruauté qui s'effaça aussitôt. « Moi, je protège le quartier. »« Contre qui ?»« Contre l'ennemi. »« Quel ennemi ?»« Oh, je sais le reconnaître. » Comment le vieil homme aurait-il réagi à cette seconde s'il avait été en possession d'une arme? Aurait-il tiré sur l'assassin présumé qui se risquait et qui risquait d'une seconde à l'autre de les cribler de balles? Et s'il se trompait? Si son rôle de veilleur, de gardien de quartier était véridique? Le jeune homme se releva, secoua plusieurs fois la tête et d'un air désolé. « C'est trop bête. Je vais chercher une ambulance de mon côté. Il faut faire vite, elle me paraît bien mal en point. » Les jambes écartées, l'arme à l'épaule, la chemise blanche gonflée par la brise, Gorgio, le jeune homme, paraissait immense, mythique, avec son visage d'ange joufflu. « Je ramènerai l'ambulance, c'est promis !» À bout de souffle, Anya venait de déboucher sur la grande rue. De loin, elle aperçut Anton de dos, faisant face à un homme portant une mitraillette.
Maîtrisant sa peur, elle se hâta, le cœur battant. Le jeune homme s'était éloigné au pas de course. Quand Anya arriva, elle se jeta dans les bras d'Anton. « Mais tu reviens seul, pourquoi ?» À voix basse, elle raconta la foule, l'autocar, le jeune homme grimpé sur le marchepied, puis disparaissant à l'intérieur du véhicule. « Tu n'as pas pu l'atteindre? Tu ne lui as rien dit ?»« Rien. » Elle raconte, elle parle. Anton essuie les larmes sur ses joues. J'ai crié. Il n'a rien entendu. J'ai brandi la photo, j'ai hurlé, le chandail bleu. J'ai appelé Steph, Steph. J'étais noyé dans la foule, le vacarme. Il s'est sûrement découragé, l'heure était passée. Ils s'accroupirent tous deux autour de la jeune femme. Celle-ci respirait à peine. Il n'y avait aucune chance de la sauver. Anton l'avait su dès le début. Anya se pencha, souffla son haleine tiède sur la joue blafarde, y posa un baiser, frôla les cheveux, dégagea l'oreille. Tout à sa déception, à son chagrin, elle avait oublié l'homme à la mitraillette. Elle y repensa soudain. « Dis, qui était cet homme? Il te menaçait ?»« Non, 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 il est parti chercher une ambulance. Tu l'as cru ?»« Je le crois, il était bouleversé. Ne t'inquiète pas. » Elle serra la main d'Anton, celui-ci fit de même. L'angoisse se dissipa. Ensemble, ils sauraient ce qui resterait à faire. Sur cette parcelle du vaste monde, sur ce minuscule îlot de bitume, sur cette scène se joue, une fois de plus, une fois de trop, le théâtre barbare de nos haines et de nos combats. Massacres, cités détruites, villages martyrisés, meurtres, génocides, pogroms. Les siècles s'agglutinent en ce lieu dérisoire, exigu, où la mort, une fois de plus, joue avant son heure, son implacable, sa fatale partition, tandis que les planètes, suivant leurs règles, suivant leurs lois, dans une indifférence de métronome, continuent de tourner. Comment mêler Dieu à cet ordre, à ce désordre? Comment l'en exclure? Marie s'était mise à croire de plus en plus fort à l'arrivée de Steph. Elle s'attendait à le voir surgir d'un instant à l'autre, les coudes au corps, dévalant la grande rue, magnifique, rayonnant, se précipitant jusqu'à cet endroit où elle gisait, étendue, enveloppée dans le châle multicolore d'Anya. Elle souhaitait qu'on la redresse pour ne rien perdre de cette course. Elle remua et gémit pour se faire comprendre. Anya comprit. Aidée par Anton avec d'infinies précautions, elle la fit asseoir face à la rue et s'installa derrière elle, les jambes écartées, l'adossant contre sa poitrine. La rue s'étalait, large, visible. « C'est bien. Mes yeux voient encore, » se dit Marie. La plaie saignait toujours. Les lambeaux de la chemise blanche qu'Anton avait transformée en pansement étaient maculés de sang. « Ma petite fille, tu verras comme il t'aime, » lui souffla Anya. Marie ne fut plus que ce regard tendu vers l'horizon. Steph courait vers l'immeuble de Marie. Dans quelques secondes, il atteindra la grande rue. Si Marie guette à sa fenêtre, elle pourra l'apercevoir de très loin, accourant vers elle. Marie l'aperçut de loin. De très loin, Marie l'aperçut. Elle l'a tout de suite reconnu, tout au bout de la rue, dévalant vers elle. Des ondes circulent dans son corps. Elle les ressent dans sa nuque, dans ses bras, dans sa poitrine. Elle ne sait plus qui remercier. Son visage irradie. Elle murmure « C'est toi, mon amour ». Les mots renaissent. L'œil voit plus clair, les mains se mobilisent, les doigts se tendent. Elle voudrait chanter, célébrer tout ce qui remue et rythme l'univers. Elle se contente de savourer ce bonheur, de s'en délecter, de se couler dans cette houle de joie que la vie lui offre.
Il lui suffit, tandis que Steph court vers elle, de se laisser porter, transporter par cette rivière heureuse. Steph se rapproche. Steph grandit à chaque foulée. Marie s'ancre dans la vie, s'amarre à l'existence aussi fort qu'elle le peut. Leur amour aura lieu. Ils vont bientôt se réunir, se rejoindre. Son corps ne la trahira pas. Elle lui fait confiance. Quelques minutes encore. L'amour est en chemin. Elle y croit tellement, tellement. À leur stupéfaction, Anya et Anton viennent de reconnaître le jeune homme qui descend la pente en courant. Son chandail bleu capte la lumière. Comment est-ce possible? Elle était sûre de l'avoir vu disparaître. Pourtant, il est là, bien là. C'est lui, Steph. Elle ne peut en douter. Anya se rapproche pour maintenir Marie bien adossée contre elle, presque assise. « Tu vois, petite, je te disais qu'il viendrait. » Anton, debout, fait de grands signaux vers Steph pour lui indiquer la place où il se trouve. Sans prendre garde, ce dernier poursuit à toute vitesse sa course en avant. « Bientôt, bientôt, il sera auprès de toi, » répète Anya. Steph fonce droit devant lui, en direction de l'immeuble, sans apercevoir le petit groupe tassé au bord du trottoir. « Par ici, jeune homme !» hurle Anton. Steph continue de courir tout droit, sans rien voir. Anton descend au beau milieu de la chaussée, jambes et bras écartés. Il occupe toute la place. Il crie, il multiplie les signaux. « Ici, c'est par ici !» Steph se demande pourquoi ce vieil homme cherche à lui barrer le passage. Steph s'immobilise, lui et Anton se font face. « Pourquoi m'arrêtez-vous? Qu'est-ce qui se passe ?»« Venez, c'est par ici. » Steph ne comprend pas. Anton lui saisit le bras. « Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, c'est ici. » Le temps reste en suspens. « C'est ici qu'on t'attend, ici, elle est ici. »« Qui, elle ?»« Ton amie, ta femme. »« Mon amie ? Elle a été blessée. » La balle d'un franc-tireur l'a atteinte en plein dos, au milieu de cette rue, pendant qu'elle courait te rejoindre. Raconte Anton dans un souffle. Steph résiste encore. Approchez, vous la reconnaîtrez. Assise entre les jambes d'une femme aux cheveux blancs, Steph a d'abord du mal à la reconnaître. C'est toi? Marie, c'est toi? Il finit par distinguer son visage derrière ce masque blême et crispé. C'est toi? C'était elle. Ses lèvres pâles, ce teint verdâtre, ses cheveux bruns collés au crâne par la sueur, cette face marquée par la douleur. C'était bien elle, ce large front, la finesse de ce nez, cette bouche haletante. Il les reconnaissait malgré leur pâleur. Steph se jeta à genoux, saisit les deux mains de Marie et les couvrit de baisers. Qu'est-il arrivé? Elle frissonna, les lèvres tremblantes. Des vagues de froid parcouraient son corps. Ses yeux pourtant s'illuminaient d'une joie indescriptible. Plus rien n'existe que ce moment. Steph et Marie se touchent, se reconnaissent. Marie aurait voulu expliquer, raconter son dernier parcours, la certitude de le rejoindre devant le pont, cette balle qui est venue tout interrompre. Le pont n'était qu'à une vingtaine de minutes de distance. Elle avait été certaine d'y parvenir à l'heure indiquée. Elle aurait voulu lui dire le bonheur de sa lettre, combien il avait raison, que la seule force vive était celle de l'amour. L'amour, elle le vivait en cet instant, intensément, même si la mort devait suivre. La mort suivait toujours. Elle aurait voulu lui livrer ses pensées qui s'amoncellent, mais les paroles se reliaient mal, s'éparpillaient en chemin, ne parvenaient pas jusqu'à ses lèvres. Il fallait abandonner cet effort inutile, se laisser porter. Steph s'efforçait de cacher son désarroi et, se tournant vers Anton, « L'hôpital! Où se trouve l'hôpital? Vite, vite, répondez-moi !» Anton lui fit signe d'approcher. « Il ne faut pas la bouger. Je suis médecin. Sa blessure est fatale. »
Elle est restée en vie pour vous attendre. Le moindre geste attrait sa faim. Et si je n'étais pas venu? Elle serait morte depuis un long moment. Steph se souvint de sa déception, de sa fureur devant le pont, de son départ précipité, de cet imprévisible changement. Cette décision folle, insensée, l'avait empoignée, foudroyée, précipitée sur le chemin du retour. Ma femme et moi lui disions que vous arriviez. Nous vous expliquerons plus tard. Je veux être certain qu'il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un est parti chercher une ambulance. Il ne devrait pas tarder. Qui ça? Quelqu'un qui passait par là il y a plus d'une demi-heure. Un franc-tireur, je crois. Un franc-tireur? Celui qui a tiré cette balle? Je ne sais pas, répliqua Anton. Il semblait bouleversé. C'est lui qui va ramener l'ambulance, j'en suis certain. Il fallait que quelqu'un reste auprès de Marie. On ne pouvait pas la laisser seule. Ma femme a couru vers le pont pour vous donner ces quelques mots que Marie avait griffonnés pour vous. Il tira la photo de sa poche, la lui montra. Steph lut. Je venais. Ne perdez plus de temps, insista Anton. Restez auprès d'elle. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Prenez ma place, dit Anya. Steph s'accroupit, adopta avec précaution la même posture que la vieille femme, aperçut la plaie dont Anton avait tenté d'arrêter le saignement. Il adossa Marie contre sa poitrine et lui parla à l'oreille, lentement, des mots usés, des mots neufs, des mots denses, chargés d'amour, des mots inépuisables, des mots simples, des mots vrais. Marie ne peut retenir la vie qui s'écoule, mais elle glisse, apaisée vers l'autre rive. Il ne lui faut rien, plus rien, que ses bras qui l'encerclent et l'écho de ces mots qui lui parviennent encore. Marie sait que sa fin est proche. Elle s'y prépare. Elle ne lui résiste plus. Marie éprouvait de moins en moins de douleur. Elle naviguait au cœur de l'instant. Regrets, chagrin, rupture, larmes se dissipaient. Le corps de Steph enveloppait son corps. Ses cuisses entouraient les siennes. Son souffle tiède caressait sa nuque, sa joue. Ses baisers s'enchaînaient. Leurs joues se frôlaient. Steph posait ses lèvres sur ses tempes, sur ses cheveux. Ses paroles devenaient mélodies. Elle entr'ouvrait le passage, écartait les murs, s'évasait vers l'embouchure. Marie s'y glisserait, s'y faufilerait, en confiance. Le passage se déroula calmement, sans heurts. Marie s'évada en douceur vers une substance translucide, avant de n'être plus. Steph avait tout éprouvé, tout ressenti. Le visage baigné de larmes, il se dégagea graduellement, étendit Marie sur le sol avec une attention extrême et se mit lentement debout. Puis il la regarda un très long moment avant de lui fermer les yeux. Anya et Anton se tenaient là, immobiles. L'ambulance déboucha en trombe avec d'impérieux coups de klaxon. « C'est ici, arrêtez-vous » cria Gorgio au chauffeur. Toujours debout sur le marchepied, il s'étonna d'apercevoir une troisième personne debout près du vieux couple. Il sauta sur le sol, chercha des yeux la jeune femme blessée. Il était impatient de la retrouver. Il lui annonçait qu'il venait lui porter secours et qu'il était bien décidé à la sauver. Tenant toujours son arme, il avança en hésitant. « C'est le franc-tireur !» s'écria Anya. « C'est le jeune homme qui est parti chercher l'ambulance. »
reprit Anton. Il a tenu sa promesse. Steph fixa Gorgio avec méfiance. Avec son accoutrement, cette arme à ses côtés, il ressemblait à ces tueurs improvisés qu'on lui avait souvent décrits. Steph porta sa main vers la poche de son veston, s'assura que son revolver était en place. Il ne s'en était jamais servi. André Chédid. Merci.